pas avec une trouille monstre, parce que pour le moment, il n'y a pas lieu d'être. Alors je sais que je suis sans doute un sacrilège de dire ça, parce que le jour où il y aura un crack, évidemment, on le reprochera. Et ceux qui disent tous les jours, il y a un crack demain matin, de toute façon, on ne peut pas leur reprocher de vous dire d'être prudent. Bon. C'est néanmoins essayer de profiter des marchés, vous aimez trader, par contre, ne faites pas des leviers 200. Si vous faites des leviers 200, là c'est la loterie, vous allez sur des trucs, sur les marchés d'échange, vous mettez 100 € avec votre carte bleue, vous les perdez 10 minutes après, mais vous savez, c'est comme aller au casino pour se faire plaisir. Mais sinon, allez-y, et surtout évitez le levier. Si vous évitez le levier, ça c'est vital, c'est très très important. On n'investit pas avec du levier, en principe on investit ce qu'on a. Et on module dedans, on garde la liquidité. Donc évitez le levier, évitez les sirènes qui vous disent vous mettez génial, vous mettez 1000 € demain matin, vous en avez gagné 5000 en faisant du forex et je sais pas quoi, parce que ça ce sont des sirènes, ce sont des imbécilités. Il y en a 1 sur 10 000 qui gagne, comme effectivement il y a une personne sur 1 million qui va gagner au loto demain matin. Mais en dehors de ça, soyez conscients de ça. Mais en dehors de ça, il ne faut pas non plus vivre avec la trouille permanente, parce que la trouille permanente, c'est le meilleur moyen, finalement, au bout du compte, d'être laissé sur le quai. Bon, Philippe, vous connaissez ma position, je ne vais donc pas changer de discours. Oui, les marchés sont sous morphine depuis le 17 septembre 2008. Il y avait vraiment urgence le 17 septembre 2008 à mettre de la morphine, à mettre un respirateur artificiel, plonger le marché même dans un coma artificiel, peu importe. À partir du moment où la mécanique repart, théoriquement, on est censé diminuer les doses, essayer d'entamer la rééducation du patient. Bon, bah depuis 2008, le patient, dès qu'il gémit, on lui met un shoot. Bon, et ça gagne à tous les coups. Alors, c'est vrai, nous sommes dans l'une des plus longues phases haussières sans aucun retracement majeur aux États-Unis depuis mars 2009. Dans l'histoire, cette phase de hausse que nous connaissons n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu d'exemple dans l'histoire où la Banque centrale prend le contrôle des marchés. Donc je le répète, il n'y a pas de marché. Il y a la Banque centrale. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous écoutez les gens sur BFM, la seule discussion tourne, qu'est-ce que va faire la Banque centrale? La Banque centrale, théoriquement, ça devrait être l'arbitre du match économique entre des forces qui essaient de se projeter dans l'avenir, peut-être des fois avec trop d'enthousiasme, et puis des forces au contraire qui disent voilà, attention, c'est risqué. Bon, vous avez toujours ce match entre the greed et the fear, la peur d'un côté et l'enthousiasme, l'envie d'aller de l'avant de l'autre. Et tout ça, c'est un match, c'est un duel permanent. Et la balance, évidemment, elle va d'un côté à l'autre. La Banque centrale, c'est un arbitre. Là, vous avez un arbitre qui, tous les jours, siffle un penalty. Toujours en faveur du même, le marché. Voilà. Vous avez un Brexit, penalty. Le matin du Brexit, je ne sais pas combien les banques centrales ont injecté, 200, 300 milliards. Et tous les chiffres circulent. La seule chose sur laquelle tous les gens avec lesquels je suis en contact sont d'accord, c'est que le matin du Brexit, les banques centrales avaient comme instruction d'injecter no limit. No limit. C'est-à-dire que s'il avait fallu tenir les marchés pendant 3-4 jours, ils auraient injecté 3-4 jours. Donc, aucune baisse n'était possible après le Brexit. M. Trump est élu, pareil. Ce matin-là, la Fed, elle est en no limit. C'est-à-dire que c'est du whatever it takes en permanence. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas de match entre le risque et l'appétit enfin la peur du risque et l'appétit pour le risque. Il n'y a pas de match. Vous avez Barcelone d'un côté et vous avez une équipe d'amateurs locaux. Si Barcelone mène 6-0 au bout d'un quart d'heure, l'arbitre va siffler 7 pénaltys en faveur de l'équipe des amateurs locaux. Il n'y a aucun souci. C'est comme ça que ça va se passer. Chaque fois qu'il y a un risque, c'est injection nos limites. Marine Le Pen arrive, c'est la bombe atomique. Et bien de l'autre côté, on sortira la bombe atomique nucléaire. Sauf que là, peut-être que ça ne marchera pas. Olivier a raison. Il n'y a aucun danger tant qu'il n'y a pas d'inflation.
Sauf qu'il y a déjà de l'inflation. Il y en a déjà. Mais ça ne compte pas jusqu'au jour où ça va compter. Alors où se niche l'inflation? Parce que moi j'en ai une, et en fait elle est tellement devant nous, c'est tellement l'éléphant dans le magasin de porcelaine qu'on se concentre sur la petite mouche qui est sur la vitrine. Donc la petite mouche, c'est l'inflation du panier de la ménagère, mais l'énorme inflation, c'est qu'est-ce que ça vous coûte aujourd'hui d'épargner pour votre retraite, avec des actions qui ont fait x3 depuis mars 2009, avec des obligations dont la valeur a doublé. Si vous voulez vous constituer votre retraite pour demain, aujourd'hui, cette épargne vous coûte une fortune. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de consommation. Parce que quand on sait que l'épargne ne rapporte rien quand on est en obligation, on achète des actions. Logique. Mais on les paye de plus en plus cher. Il y a 8 ans, pour se constituer une épargne, on va dire de 1 000 € en rente annuelle, en rente mensuelle, dans 15 ans, vous achetiez pour 100 000 € d'actions et vous aviez votre rente mensuelle de 1 000, 1 200 €. Aujourd'hui, pour obtenir la même rente, il faut investir 300 000 €. Vous les sortez d'où? Vous les sortez d'où? Cette différence entre les 100 000 qu'il fallait mettre il y a quelques années et les 300 000 qu'il faut mettre aujourd'hui, c'est juste de l'hyperinflation. Donc, votre épargne, elle vous a coûté tellement cher que vous n'avez pas d'argent à consommer. Et c'est pour ça, vous voyez qu'il n'y a pas de croissance et qu'il n'y a pas de consommation et qu'on a même, là, au mois de février, observé en France une chute de, je ne sais plus, c'est 1,6% des dépenses des ménages. Pourquoi tout cet argent injecté ne provoque pas de création d'emplois, ne provoque pas de croissance, ne provoque pas de consommation? Tout simplement parce que cet argent gratuit, il fait des petits tout seul sur les marchés et ça gagne à tous les coups. Et en plus de ça, vous savez que l'arbitre, si jamais Barcelone vous colle un but, alors Barcelone, c'est toutes les forces, on va dire, un petit peu contraires que rencontrent les marchés. Donc chaque fois qu'il y a un Brexit, un Trump, je ne sais pas quoi qui se produit, vous avez la banque centrale qui siffle un penalty. Pourquoi les taux s'arrêtent de monter à 2,60 pile poil? Tous les analystes techniques ont vu 2,60. Il n'y a pas besoin d'être analyste technique. Le banquier central, il voit bien que la borne haute, c'est 2,60. Quand ça arrive à 2,60, il y a 15 jours, il siffle le penalty, il remet 115 milliards, et c'est fini, il n'y a plus de hausse de taux. Il n'y a pas de marché, il n'y a que la banque centrale. Donc Olivier a raison. Tant que ça fonctionne comme ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Sauf que, en quelle période de l'histoire, sur les 3 derniers millénaires, où on sait plus ou moins s'endetter, emprunter, sur 3000 ans d'histoire, quand avez-vous vu qu'on pouvait gagner à tous les coups avec un arbitre qui est toujours de votre côté pour faire monter le marché et que ça se passe bien à la fin? Il ne faut pas rêver, ça se terminera très mal. Alors, ça va se terminer très mal. Alors, juste... 2 minutes. Oui, 2 minutes, juste pour quand même finir sur une note positive. Parce que là, tout le monde va se tirer une balle en disant l'apocalypse arrive. Ça dépend quand. Ça peut arriver, oui, justement. Voilà, à l'échelle humaine, ça peut être encore 50 ans de plus pour moi, c'est pas trop mal. Voilà. Juste pour dire quand même un petit peu de positivisme. On a l'agence France Trésor, c'est elle qui emprunte sur les marchés. Ça a été très intelligent ce qu'ils ont fait. Et ça, personne ni à gauche, ni à droite, ni au centre ne l'a dit. Ils ont bien manœuvré. C'est-à-dire qu'ils ont accéléré en fait le remboursement de notre dette d'une manière un petit peu décalée. On avait de la dette à, on va dire, 2, 3, 4, 5%. Là, Swap de maturité. Voilà. Sauf... oui. Et on a pu emprunter à beaucoup moins. Donc on a pu faire, entre guillemets, une petite rotation. C'est-à-dire qu'on s'est un peu débarrassé plus rapidement, on va dire, simplifiant, on aurait pu rembourser un peu par anticipation des dettes à 2%, 3%, 4%. Et puis on a récupéré derrière à 0,5, 1%, beaucoup moins cher. Ce qui permet de tenir encore un petit peu plus de temps. Mais à un moment, on va siffler la fin du match. Mais là, on a gagné encore un petit peu plus de temps. Et je pense qu'effectivement, c'était vraiment mon propos au départ. On n'a jamais autant d'argent sur les marchés, on n'a jamais autant de leviers.
on s'est jamais autant endetté. Je ne sais pas quand ça tombera. J'espère que ça ne tombera pas de mon vivant. Quand il y aura de l'inflation. Quand Voilà, effectivement aussi. Et surveiller les taux. Et c'est exactement ce que nous disait finalement François Fillon. Je ne défends pas particulièrement, mais c'était ce qu'il disait. Le gros risque, justement, c'est à partir du moment où les taux vont repartir, là, on va avoir énormément de mal à faire fonctionner le système. Alors, si Marine Le Pen arrive, pour répondre au final de ta question, là, les taux explosent. Et là, on a toutes les conséquences qui vont avec. Ce serait juste une seule raison, entre guillemets, pour ne pas voter pour Marine Le Pen et pour faire attention aux taux, parce qu'elle fera monter les taux et traite de manière extrêmement sérieuse. Et là, on sera vraiment dans l'impact. C'est-à-dire que le jeu échappe à la Banque centrale. Ah, alors voilà. Si vous voulez embêter la Banque centrale, allez-y, c'est pour tout voter. Donc pour résumer, surveillez bien l'inflation, parce que c'est ce qui nous promenait, hein, c'est le principal risque que le rêve s'arrête. Et puis, merci d'avoir participé et assisté à ce débat. On attend peut-être une question, peut-être deux. Quelle alternative à l'assurance vie pour ceux qui n'ont pas entendu? Est-ce que quelqu'un... Voilà. Je pense qu'effectivement, il faut être investi en action. Il faut être investi en action de bonnes entreprises qui font des bénéfices, idéalement qui ont des chiffres d'affaires qui augmentent tous les ans de façon pérenne et dont les marges sont capables également, si possible, d'augmenter, ce qui veut dire que les bénéfices vont plus vite que le chiffre d'affaires. Si vous êtes dans un panier d'actions diversifiées qui correspond à ce profil, ça ne fait aucun souci, quoi qu'il arrive. Parce que quoi qu'il arrive, ces boîtes-là, tôt ou tard, de toute façon, elles n'arrêtent pas de gagner. C'est logique, c'est mécanique, c'est mathématique. Si vous êtes dans des boîtes qui donnent de l'argent, qui sont menacées, etc., bah évidemment, vous allez perdre tôt ou tard. Moi, je dirais, l'idéal, c'est de bien choisir ces actions et d'investir dans les actions pour l'investissement à moyen long terme. Parce que ça traversera les cracks, ça traversera tout. Quand il y a des cracks, vous en rachetez. Les actions, ça traverse les cracks, c'est bien connu. Les actions, c'est fait d'avoir, c'est une question de méthodologie. Si vous achetez une bonne action, mettons aujourd'hui à 100, vous dites, effectivement, la Banque centrale mène tout, donc ça va aller à 115, vous achetez à 100, vous gardez un peu de réserve, vous dites, si ça va mal, ça va aller à 85, j'en l'achèterai, à condition que ce soit une bonne action, c'est-à-dire une action qui n'est pas menacée dans son business model. Mais si elle est dans un business model qui est pérenne, qui est solide, etc., vous dites, ok, je suis prudent, parce que je ne sais pas si réellement ça va monter à 115, je mets 100 aujourd'hui, je regarde mes graphiques, à 85, je réalise que si ça tombe à 85, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, mais ce serait formidable, et donc à 85, je mets un ordre valable révocation à 85, parce que le jour où ça y sera, j'aurais pas envie de le faire, parce que j'aurais sûrement très peur. Mais donc, d'office, je sais que j'achèterai à 85. Vous verrez 3 ans après. Moi, j'ai une lettre sur olivierangers.com. Vous pouvez voir les opérations dénouées. C'est un journal d'opérations dénouées. Ça fait 3 ans que je suis dessus. J'utilise cette méthodologie sur une vingtaine de titres, à peu près. Des titres solides que je vous choisis. Je n'ai pas changé parce que je n'ai pas la peine de changer de cheval en permanence. Ils sont bons. Je ne dis pas que ce sont les fous furieux qui gagnent 200% le matin parce que BFM dit qu'il faut acheter ça. Pas du tout. C'est des titres très solides que tout le monde connaît bien, mais qui sont costauds, qui ont ces profils-là. Bon, sur ces titres, ça fait 3 ans que je passe mon temps à faire dans la méthodologie de la lettre des allers-retours dessus. Je regarde les graphiques, je dis à tel niveau j'en achète. Si ça descend là, j'achète à fond, c'est-à-dire je double. Si ça monte là, j'en revends une partie, la moitié de ce que j'ai acheté. Si ça monte là-haut, parce que c'est l'euphorie, je vends tout. Et puis, par moment, je suis pas en stock, je suis à 0 sur certains titres, je suis en demi-position sur d'autres, je suis en pleine position sur les 3e. Et puis, je laisse vivre sur une vingtaine de titres, sur 3 ans et demi, depuis que ça existe. Sur 3 ans et demi, la méthodologie a délivré à peu près 1800% de pourcentage de gains, attention, sur chaque titre. Ça c'est, moi je dis 1800, ce qui est vrai, mais c'est un côté marketing, dans le sens que ce sont 1800 de gains accumulés. C'est-à-dire que telle action sur telle position a gagné 8% en achetant un aller-retour, etc. Mais vous avez un journal, vous verrez, il y a à peu près depuis 3 ans et demi, 300 lignes. Et ça c'est accessible à tout le monde. Vous verrez à travers les titres qui ont été travaillés. Et de temps en temps, ça m'arrive, je prends une perte.
parce que ça va plus très bien, parce que ceci, etc. Ou je dis on va prendre une perte parce que je pense que graphiquement l'on est remonté, on était descendu trop bas, et je vends volontairement à perte en espérant pouvoir quand même reprendre plus bas. Et puis après on reprend la méthodologie. Et c'est une méthodologie, grosso modo, vous avez à peu près 9 opérations gagnantes, une perdante, vous verrez. De toute façon, il y a le journal, c'est dessus. Allez dessus, c'est libre. Merci. Je crois qu'on est obligé de s'arrêter là parce qu'on va rendre la salle. Donc, Pascal, il faudrait quand même répondre au monsieur, parce qu'il a posé une question. Si on se diversifie. Alors moi j'ai compris la diversification que nous propose Olivier. Donc se diversifier en achetant de bonnes actions, de très bonnes actions et de très très bonnes actions. Mais je pense que le monsieur se demandait éventuellement si jamais les choses ne tournaient pas forcément dans un sens favorable, où on gagne à tous les coups depuis 3 ans et même depuis 5 ans, hein, quelle que soit la méthodologie qu'on emploie, à partir du moment où on achète, on gagne. S'il faut se diversifier, ça veut dire qu'on craint éventuellement qu'il y ait des tensions internes à l'euro. Alors il y a plusieurs façons de se diversifier. D'abord déjà détenir quelque chose qui ne soit pas de l'euro, qui peut être du franc suisse, de la couronne norvégienne, du dollar australien, tout ce que vous voulez, donc d'autres devises. Si jamais on pense qu'il peut y avoir un risque sur la zone euro, et ce risque, on va dire qu'on le mesure un petit peu par la tension des taux qu'on voit non pas en France, mais en Italie et en Espagne. Si jamais on devait avoir un jour un split, il faudrait avoir à ce moment-là de l'euro sous forme de billets. Parce que tout ce que vous avez sur vos comptes en banque, si jamais on décide qu'on modifie les parités ou qu'on revient à d'anciennes devises, tout ce que vous avez sur vos comptes sera immédiatement converti un week-end, dans la nuit, d'euros, vous retrouverez avec des francs, avec du franc luxembourgeois, les Allemands avec des marques, etc. Donc vous avez tout intérêt à avoir des euros qu'on ne pourra pas vous avoir dévalués dans la nuit. Parce que si vous avez des billets d'euros, vous pourrez les changer. Et à ce moment-là, ils vaudront autant que des euros marques. C'est un peu technique, mais si jamais on pensait qu'il peut y avoir une fracturation de la zone euro, c'est comme ça que ça se passerait. Tout ce que vous avez en inscription numérique sur vos comptes sera dévalué ou réévalué si vous êtes allemand. Ce sera dans un week-end. achetez-vous des coffres. Voilà.